Yosh, salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tome 2 du voyage d'Amy, alors restez avec moi. Le voyage d'Amy est une saga isekai écrite par Dimitri Olivier et que vous retrouverez chez Nanashi Éditions. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens utiles pour en savoir plus sur l'auteur, son univers, ses projets d'écriture et évidemment pour vous procurer ces deux premiers ouvrages s'ils vous donnent envie. Alors foncez. Comme je vais vous parler du tome 2 du voyage d'Amy, il n'y aura pas cette fois de résumé sans divulgacher. Et oui, si vous n'avez toujours pas lu le voyage d'Amy, que faites-vous ici? Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus de ma tête où vous retrouverez du coup la chronique du premier roman du tome 1, La forêt Cordebouc, et vous aurez un résumé de cette saga sans divulgacher, donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, je vais rentrer directement dans les détails de l'intrigue de ce tome 2 du voyage d'Amy, Le paradis éther. Donc si vous n'avez toujours pas lu Le voyage d'Amy, je vous invite, comme je le disais, à cliquer sur le petit lien qui était au-dessus de ma tête, ou à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo, où je vous donnerai mon avis sur ce tome sans divulgacher. Je vous invite également à revenir sur cette chronique une fois que vous aurez lu les tomes 1 et 2, donc voilà. Nous retrouvons donc Amy directement après son premier voyage au sein de la forêt Cordebouc. La jeune femme a laissé derrière elle un clan d'amis qu'elle aimait vraiment beaucoup, mais elle se sent prête à affronter cette nouvelle étape, à découvrir sa nouvelle mission, tout comme le lecteur. Rapière et nouvelle gemme en main, Amy va donc franchir ce portail vers une autre dimension et atterrir dans un petit village complètement laissé à l'abandon. Très vite, et face à ce lieu un petit peu apocalyptique qui s'offre à elle, elle va en venir à regretter la forêt Cordebouc. Elle sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce village qui est laissé tout seul à l'abandon et qui à la fois est détruit de toutes parts. En tentant de visiter l'une de ces maisons lugubres, Amy elle va tomber sur un chat, un adorable et gentil petit chat à deux queues qu'elle va surnommer Minou. Ah, Minou. Le chat en question semble être le seul rescapé de ce qui ressemble de plus en plus à une attaque meurtrière. Et notre félin, content de revoir une présence humaine, ne va plus du tout lâcher Amy qu'il va considérer comme sa maîtresse et il va la suivre un petit peu partout. Alors qu'Amy fait l'état des lieux de cette première maison laissée à l'abandon, elle va très vite se faire attaquer par une présence assez anormale. En effet, la jeune femme va se faire attaquer par une créature avide de sa chair fraîche, un zombie. Et oui, adieu les créatures ancestrales et magnifiques de la forêt Cordebouc, place à l'horreur, place au retour des morts vivants. L'horreur commence directement dans les premières pages de ce tome 2 du voyage d'Amy, où la pauvre jeune femme tente désespérément d'échapper aux griffes de ce premier mort-vivant. Elle tente tant bien que mal de le repousser comme elle le peut. Elle va y arriver, mais avec beaucoup de peine, et elle va commencer à se poser des questions sur ce qui est arrivé à ce village et à ses habitants, qui se révèle être un champ de morts vivants. Forte de ses connaissances acquises chez Ernest la toute première fois, Amy comprend rapidement qu'elle est tombée dans un monde qui est envahi par les morts ambulants, et elle va tenter de comprendre comment et pourquoi. À l'aide d'une carte laissée par un dénommé Léo que Amy arrive à s'emparer, la voilà partie en direction de Bourg-en-Joie, si je dis pas de bêtises, pleine d'espoir d'en découvrir plus sur cette folle histoire. À peine quitte-t-elle ce village qu'elle va se refaire attaquer une deuxième fois en présence du petit Minou, et le pauvre chat va y laisser la vie. Du moins c'est ce qu'on croit. Amy, la pauvre, elle s'en veut beaucoup parce qu'elle est montée à un arbre pour éviter l'attaque de zombies et elle a laissé ce pauvre Minou en bas de l'arbre et elle a l'impression de l'avoir vu carrément se faire dévorer par les zombies et elle est vraiment très triste. Et le lecteur aussi à ce moment-là. Alors qu'elle craint d'avoir abandonné son chat aux mâchoires acérées des zombies, le revoilà qui fait surface comme si de rien n'était. Minou n'est donc pas mort, Amy croit halluciner et elle découvre en même temps que le lecteur que celui-ci a perdu une queue. Et oui, ce chat mystérieux qui avait deux queues n'en possède plus qu'une, et on se demande, vu la fantaisie de l'auteur, si ça n'a pas un lien avec les 9 vies dont possèdent les chats. Mais je vous dirai rien, je vous laisserai découvrir ça. Pas le temps de se poser, Amy poursuit son chemin en compagnie de son chat, et elle débarque dans un nouveau lieu qui est rempli de zombies encore une fois. Alors qu'elle est attaquée et quasiment prise au piège, elle va être sauvée et faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Jim. Jim est un adolescent du peuple des Arc-en-Ciel, dont les cheveux changent de couleur au gré de ses émotions ainsi que la couleur de ses yeux. Ce peuple a en effet la particularité de voir leurs cheveux changer de couleur au gré de leurs émotions, et plus ils vieillissent, plus leurs cheveux deviennent noirs. Et Jim, il est totalement perturbé par le look d'Amy, Amy qui, je le rappelle, a les cheveux blonds, quasiment blancs, et c'est une couleur de cheveux qui n'existe pas dans ce monde-là, chez les Arc-en-Ciel. Ils n'ont jamais vu de personne avec des cheveux blancs, ça s'apparente presque à des anges pour eux, d'où sa fascination envers Amy. Alors que dans notre monde à nous, quand on vieillit, les gens ont les cheveux qui deviennent de plus en plus blancs. C'est le contraire chez les Arc-en-Ciel qui eux ont des cheveux qui foncent, qui deviennent de plus en plus noirs.
Mais quoi qu'il arrive, peu importe la couleur de cheveux qu'ils ont au gré de leurs émotions, etc., jamais aucun arc-en-ciel n'a eu les cheveux blancs. Passé cette surprise auprès de Jim, elle va faire connaissance avec lui et le trio, bien sûr avec Minou, vont reprendre la route ensemble pour essayer d'en découvrir plus. À chaque fois, le trio vont croiser de nombreux ennemis mais toujours s'en sortir au dernier moment. Mais ils vont également croiser d'étranges personnages habillés en blanc avec des capuches, un petit peu comme je suis habillé là exprès pour la vidéo. Des personnages vraiment énigmatiques qui font penser un peu à une secte. Bref, le trio continue leur chemin et Amy et Jim apprennent à faire connaissance. Ils deviennent rapidement amis, ils se taquinent. C'est une vraie relation qui commence entre ces deux personnages totalement différents. Et c'est une occasion en plus pour Amy d'en apprendre plus sur ce peuple des Arc-en-Ciel grâce à ce jeune homme. Elle apprend notamment que ce monde est en perdition totale à cause de cette armée de zombies surgie de nulle part. Elle en apprend un petit peu sur leur culture également, mais aussi et surtout sur leur fascination envers les anges et les cieux qu'ils vénèrent tout le temps. Si je ne me trompe pas, le petit groupe va arriver à Havre-sur-Mer, un lieu là aussi qui est infesté de zombies, et ils vont pénétrer une église et faire la connaissance d'une bonne sœur aussi gentille que bienveillante qui s'appelle Minerva. Et c'est la sincérité, la bienveillance et la générosité de cette femme qui vont permettre à Amy de se reprendre un peu, de retrouver confiance et de continuer avec force cette mission qui lui est confiée. Durant cette excursion, Amy, elle va présenter sa rapière à Jim, une rapière qui va très vite attirer l'œil du jeune homme et qui va voir en elle quelque chose de fascinant. Alors que normalement, seule Amy est capable de soulever cette rapière qui est lourde pour les autres personnes, Ernest lui avait précisé que c'était l'arme qui choisissait la personne. La rapière avait choisi Amy, mais il lui avait également dit, Ernest, qu'une autre personne pouvait la soulever si c'était une personne, je crois, bienveillante, ou en tout cas qui était courageuse et suffisamment méritante pour la soulever. Et à sa grande stupéfaction, Jim arrive à soulever un tout petit peu cette rapière. Je crois pas qu'il arrive à la bouger de beaucoup, mais il arrive quand même un petit peu à l'utiliser et à la traîner au sol malgré son poids, ce qui représente quand même quelque chose d'assez important pour Amy qui s'en croyait être la seule capable. Alors qu'il profite d'un super feu de camp, qu'il contemple les étoiles, qu'il se rapproche, la nuit va passer et au petit matin, Amy va se réveiller et constater que Jim a disparu, ainsi que sa rapière. Elle comprend alors naïvement que le jeune adolescent s'est joué d'elle, qu'il l'a trahi tout simplement et qu'il lui a volé sa rapière en plus. Le bien le plus précieux d'Amy lui a été soutiré et elle ne sait pas comment elle va pouvoir continuer cette quête sans son arme qui est vraiment puissante, qui a le pouvoir de la réconforter, de la rendre plus forte. Elle ne sait pas comment elle va réussir à tenir dans un monde infesté de zombies sans cette arme. Et franchement, on la comprend. Malgré tout, Amy, elle est bien décidée à retrouver sa rapière et à retrouver Jim. Et elle n'a que ça en tête, quitte à mettre un petit peu en pause sa mission pour le moment. Si je dis pas de bêtises dans la chronologie, je crois qu'elle arrive à un moment donné au village de Bourgangeois, où elle va tomber sur une mère et son fils, Lélia et Arthur, qu'elle va sauver in extremis dans une école, dans une salle de classe. Et le trio va se rendre dans un autre village qui s'appelle Roseraie. Avant d'arriver dans ce village, ils vont faire la rencontre d'un groupe de personnes un peu énigmatiques qui vont littéralement les forcer à les accompagner jusqu'à Roseraie. Je ne sais même pas si c'était la destination prévue par Amy, je crois pas, mais en tout cas, ce groupe de personnes composé d'une vieille dame plutôt sympathique qui s'appelle Dominique, ils vont être escortés de force jusqu'à ce village, Roseraie. Un village qui est tenu fermement par le roi Esteban Fineroi. Amy, elle va rencontrer Esteban, et Esteban, c'est juste un adolescent, c'est presque un enfant encore, et pourtant c'est lui qui dirige ce village de Roseraie, c'est lui qui fait autorité sur le village et qui en assure la sécurité. Tout simplement parce que ses parents étaient les monarques de ce village, qu'ils sont décédés à cause de l'attaque des zombies, et que ce pouvoir du coup lui a été destiné. Malgré son jeune âge, c'est lui qui reprend le flambeau et qui essaye un petit peu de maintenir tout ça. Mais pas de chance pour Amy, Esteban il la prend vite en grippe, et il lui confie diverses missions un petit peu ingrates que la jeune femme va finir par accepter, non pas par choix, mais pour essayer d'en découvrir plus encore une fois. Amy va donc essayer d'en apprendre plus sur les gens qui l'entourent, elle va soigner les blessés qui ont été attaqués par des zombies, elle va même participer à la protection de la forteresse de ce village, elle va se battre, elle va faire de la récolte, elle va chasser, elle va même apprendre à certaines personnes à bien chasser comme il le faut, elle va travailler dans les cuisines, elle va faire le ménage. Bref, elle va se rendre vraiment utile au quotidien. Tout ça pour dire que même si Amy elle a l'impression que sa quête s'arrête, qu'elle a perdu sa rapière, etc., elle s'en rend pas forcément compte, du moins au début, mais elle est une vraie plus-value pour les gens du village. Bref, peu à peu, elle fait ses preuves, elle tisse des liens plus ou moins importants avec les habitants du village qu'elle essaie de réconforter au quotidien par rapport à leurs pertes, par rapport à leurs espoirs, etc. Amy, elle est toujours là pour essayer de les rassurer et apporter un petit peu de réconfort, tandis que la vieille dame, Dominique, l'herboriste du village, va, elle, lui apporter ce dont Amy a besoin, c'est-à-dire du réconfort et de la bienveillance. La vieille dame est juste extrêmement gentille. La mamie, elle est littéralement adorable et elle va prendre Amy sous son aile. Car je le rappelle, mais Amy, elle en a vraiment bien besoin. Elle a été trahie par Jim, elle arrive dans un monde rempli de zombies, on lui a volé sa rapière. Le roi Esteban lui en fait voir de toutes les couleurs. Bref, c'est vraiment le chaos total pour elle.
et elle a vraiment besoin de cette personne, Dominique, pour essayer de la rassurer et de lui donner la force nécessaire pour pouvoir continuer. Amy d'ailleurs, qui sans sa rapière a l'impression d'être inutile, moins forte, etc. Mais elle va vite se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas. Car finalement, Amy, elle s'endurcit avec les épreuves. Car Amy, finalement, elle arrive à s'endurcir face aux épreuves. Elle arrive à combattre sans sa rapière, parfois avec un couteau, parfois avec les mains. Bref, elle arrive vraiment à être plus forte que ce qu'elle imaginait. Et c'est un vrai plaisir pour le lecteur de découvrir ça, de voir que sans sa légendaire rapière, Amy est quand même hyper forte, hyper douée et capable de grandes choses. Amy, dans ce tome-là, elle fait preuve carrément d'une force et d'un courage insoupçonnés. Et c'est tout à son honneur. Elle prouve tout simplement qu'elle est capable de changer les choses sans sa rapière. Évidemment, vu tout le temps qu'elle va passer dans ce village de Roseraie avec les habitants, elle va peu à peu en apprendre plus sur eux et sur leur histoire. Notamment cette espèce de culte qu'ils ont envers les anges. Elle va même découvrir une petite histoire qui pourrait ne pas être si importante que ça, mais quand même. Effectivement, on lui raconte l'histoire d'une humaine du village, d'une arc-en-ciel, qui serait tombée amoureuse d'un démon. Mais face à ce diablotin, face à ce démon qui est apparu dans le village des arc-en-ciels, le peuple a décidé du coup de les tuer ou de le tuer lui, je ne sais plus exactement. Mais cet amour n'a clairement pas duré et ça les a détruits par la suite. C'est une histoire qui a des traits de légende au sein du village et Amy y prête une oreille plus ou moins attentive. Quoi qu'il en soit, le chaos règne de jour en jour et Amy fait ce qu'elle peut pour s'en sortir et aider les gens du village. Malgré tout, ses alliés s'affaiblissent, ils meurent de faim, ils meurent de soif. Bref, tout va de plus en plus mal et la jeune femme ne sait tout bonnement pas comment tout ça va se terminer. Un petit peu plus tard, le retour de Jim va faire basculer la deuxième partie de cette histoire et Amy, toujours sous le coup de cette trahison, va tenter de retrouver sa rapière qui n'est pas entre les mains du jeune homme. En effet, celle-ci serait entre les mains d'un certain Victor, un homme sans foi ni loi. Heureusement et pour faire court, sinon cette chronique durerait des heures, elle va y parvenir. Non sans plusieurs morts autour d'elle, elle va retrouver ce fameux Victor qui malheureusement va lui apprendre que sa rapière est dans les mains d'autres personnes. L'arme en question se trouverait dans les mains d'une étrange secte habillée en blanc. Et là, ça fait tilt à Amy qui se souvient de les avoir déjà croisés un petit peu plus tôt. Mais ça n'arrête pas Amy qui est toujours bien décidée à mettre la main sur cette rapière qui lui échappe de plus en plus. À chaque fois qu'elle croit la récupérer, elle est ailleurs. Et elle décide tout simplement d'aller chez ces gens qui sont habillés en blanc dans cette secte. Et elle veut tout simplement récupérer sa rapière qui lui revient de droit. Elle s'y rend seule et arrive à pénétrer dans un groupe aussi froid que mystérieux. Un groupe de personnes vraiment intrigantes dont les journées sont rythmées par des journées de prière et de punition, pour résumer. Mais Amy, finalement, elle va pas rester aussi longtemps que ça au sein de cette secte habillée en blanc. Elle va littéralement se faire enlever parmi des nuages assez mystérieux et sombres et atterrir dans un nouvel endroit, le paradis éther. Arrivée dans cet endroit mystérieux perdu au fin fond du ciel, elle va se rendre compte que les créatures qui l'entourent ne sont autres que celles décrites par les gens du village comme étant les fameux anges qu'ils vénèrent. Sauf qu'Amy va se rendre compte en même temps que le lecteur que les créatures qui vivent dans les cieux n'ont rien à voir avec des anges, que ce soit d'aspect, de faire ou de voir les choses. Attirés par la lumière qui les maintiendrait en vie depuis des milliards d'années si j'ai bien compris, ils ont été attirés par cette incroyable force lumineuse qui est dégagée par la rapière et par Amy tout simplement. Et ces êtres mystérieux et millénaires ont décidé tout simplement du sort d'Amy. Ils ont décidé de l'anéantir et de récupérer sa force lumineuse, afin d'être renforcés, si là aussi je dis pas de bêtises. Les créatures en question et surtout le roi du royaume des cieux sont odieuses, et comme je le disais, le roi veut très vite tuer Amy. On comprend aussi que leurs lumières s'affaiblissent d'année en année, qu'ils sont un petit peu sur le déclin, ce peuple dans le ciel, et que la lumière qu'ils aspirent commence à disparaître peu à peu. Bref, leur destin est compromis dans le futur. La femme du roi, Aurora, semble être la seule à s'opposer au meurtre d'Amy et va tenter de l'aider. Et c'est en voulant aider Amy que la reine Aurora va dévoiler toute cette histoire qui se passe depuis le début à Amy. Ce sont donc eux, les Éthériens, le peuple du ciel, qui ont créé la terre des arc-en-ciens en surface et qui leur ont envoyé du jour au lendemain une armée de zombies pour les punir. Car l'histoire qu'avait entendue Amy au sein du village de la jeune femme qui était tombée amoureuse d'un démon était en fait une histoire vraie qui s'est réellement passée. Et en fait, on comprend que c'était une arc-en-ciel, une humaine, qui était tombée amoureuse d'une créature du ciel, du peuple des Éthériens, et que comme les gens du village ont vu dans cette relation quelque chose de mauvais, ils ne savaient tout simplement pas que le jeune homme était un Éthérien venu du ciel, pour eux c'était un démon, et que du coup ce couple d'adolescents est mort par leur faute. Les Éthériens ont décidé de se venger, surtout le roi, puisque le jeune homme en question qui était tombé amoureux de l'humaine était son fils. Il décide de se venger tout simplement du peuple qu'il a lui-même créé. C'est donc à cause d'eux, à cause du peuple du ciel, que pourtant les villageois arc-en-ciens vénèrent depuis tout ce temps, qu'ils sont les pauvres victimes de tous ces zombies. Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est que les villageois, les arc-en-ciens, ne sont au courant de rien. Pour eux, ce ne sont que des légendes, l'histoire de cette jeune fille qui est tombée amoureuse d'un démon. Ils ne savent même pas vraiment que le peuple des Éthériens existe. Pour eux, ils les comparent à des anges.
Donc tout ça est vraiment très triste. Quoi qu'il en soit, Aurora, la femme du roi, décide de libérer Amy et de l'accompagner directement sur Terre, sur la surface, pour empêcher une future guerre. En effet, le peuple des Éthériens accompagnés du roi sont allés à la roseraie et ils sont prêts à tuer définitivement les Arc-en-Ciels. Sauf que contre toute attente, Aurora affronte son mari, elle lui lance un ultimatum, un ultime défi, car elle aussi elle pleure son fils disparu, mais elle est persuadée que son fils, qui est tombé amoureux d'une humaine arc-en-ciel, n'aurait jamais voulu ça. Il n'aurait jamais voulu que des zombies attaquent les arc-en-ciels, ni que ce peuple disparaisse du jour au lendemain. Comme elle est persuadée qu'il n'aurait jamais voulu ça, elle veut accomplir un peu ses dernières volontés. Le roi, pris dans sa folie, refuse de s'arrêter, il veut tuer tout sur son passage, il veut tuer Amy, il veut tuer les arc-en-ciels, bref, il est inarrêtable. Et je ne l'ai pas précisé à ce stade de ma chronique, mais nous avons eu beaucoup de morts, notamment chez les personnages secondaires, souvent de façon tragique, on va pas se mentir, mais l'auteur enfonce le clou en tuant cette pauvre vieille femme hyper gentille, à savoir Dominique, dans une scène littéralement horrible. La vieille herboriste se fait littéralement décapiter dans une scène dramatique et hyper triste, saleté d'auteur. Bref, revenons à nos moutons, Aurora déclare la guerre à son mari. Elle proclame un combat solennel représenté par Amy. Amy qui doit affronter un des guerriers de la garde du roi et elle va réussir à le battre assez rapidement grâce à l'aide de sa rapière qui arrive toujours à faire des miracles. Malheureusement ou heureusement, peu importe, mais dans la bataille, le roi est vaincu et le rubis qu'il possédait au sein de sa couronne revient directement à Amy comme étant la seconde gemme de sa nouvelle aventure. Plusieurs jours après la bataille, les Arc-en-Ciels essayent de se reconstruire, ils font face aux pertes qu'ils ont vécues, aux nombreuses révélations qui en découlent par rapport au peuple des Éthériens et au retour d'Amy. Mais malgré tout, les Éthériens ont décidé de débarrasser les Arc-en-Ciels des zombies, donc c'est une nouvelle vie tranquille qui va pouvoir commencer pour eux. Les deux peuples, celui de la surface et celui du ciel, font donc la paix, et les Éthériens prennent une décision plutôt radicale. Vu que la lumière commence à leur manquer, ils décident d'aller vivre directement en surface avec le peuple des Arc-en-Ciels, et ce jusqu'à leur mort, renonçant ainsi à leur chasse à la lumière qui leur a tant fait défaut. Mais juste avant tout ça, ils utilisent une dernière fois leurs ressources lumineuses pour ouvrir un nouveau portail afin qu'Amy puisse poursuivre sa quête vers une autre dimension. Amy, accompagnée de sa rapière, de ses deux gemmes et du petit chat Minou, quitte donc ce monde apocalyptique en reconstruction pour une nouvelle mission. Amy, elle est encore un petit peu sous le choc de tout ce qui lui est arrivé durant ce tome 2 et on la comprend. Elle quitte cette aventure le cœur meurtri, elle décide même de ne pas aller voir les anciens villageois avec qui elle avait sympathisé, puisqu'elle est encore un petit peu sous le choc, elle n'a pas envie d'au revoir difficile. Elle préfère partir sans se retourner, mais elle dit quand même au revoir au personnage de Jim. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la jeune femme quitte ce monde en ayant récupéré pas mal de souvenirs en cours de route. En effet, Amy, durant ce tome, elle a commencé à se souvenir de ses parents, et notamment d'un de ses amis les plus proches du nom d'Alain. Alain, c'était visiblement son meilleur ami d'enfance, avec qui elle jouait aux jeux vidéo ou encore avec qui elle allait à la patinoire. Bref, malgré l'horreur qu'elle a vécue durant tout ce tome 2, Amy a quand même bien progressé. Elle est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus courageuse et petit à petit, en réussissant étape par étape les différentes missions qui se sont imposées à elle, elle a récupéré peu à peu des petits souvenirs et on est vraiment content pour elle. On est vraiment content pour elle parce que c'est un présage de bon augure qui la conforte du coup à continuer cette destinée et à découvrir ce qui l'attend dans les prochaines missions. Amy, à la fin du roman, elle est donc prête à s'engager dans une nouvelle dimension, déterminée comme jamais dans sa quête. Ma conclusion, Le Voyage d'Amy, tome 2, Le Paradis Éther, est un super roman. Beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte que le tome 1, c'est une masterclass. L'auteur pousse la barre très très haute et à tous les niveaux. La plume de ce tome, elle est remarquable, il y a une véritable évolution entre le tome 1 et le tome 2, encore une fois, et cette plume, elle accompagne remarquablement toutes les péripéties que l'on retrouve dans ce tome. Aucun temps mort, il y a énormément d'action, énormément de suspense, tandis que Amy, l'héroïne, grandit sous nos yeux et devient de plus en plus courageuse et forte. C'est littéralement un coup de cœur, j'ai pas vu le temps passer, c'était juste génial. Le premier tome était vraiment très bien, mais celui-ci, je le mets largement au-dessus, tellement il est bien écrit, tellement il est profond, tellement on ne voit pas le temps passer encore une fois, tellement c'est oppressant et qu'on a envie de savoir la suite tout simplement. Je l'ai dévoré sans vilain jeu de mots pour ceux qui l'ont déjà lu. C'est un coup de cœur qui laisse pas mal d'espoir pour la suite, qui ouvre pas mal de théories concernant les prochains tomes. Je le rappelle, la saga d'Amy comptera 5 tomes au total. On n'est donc pas encore tout à fait à mi-parcours, mais presque. Et on se pose quand même pas mal de questions, on veut savoir la suite. En tout cas, si les prochains tomes sont de cet acabit qu'est le tome 2, alors on va avoir une saga qui sera mémorable et extrêmement réussie. Je vous cache pas que j'ai énormément d'attentes concernant le tome 3, tant le niveau est haut avec ce deuxième tome,
et que j'ai hâte tout simplement. J'espère qu'on va en découvrir plus, j'espère qu'on va souffler un petit peu également, tellement ce tome 2 était oppressant. Une petite pause serait la bienvenue, même si j'espère évidemment qu'on aura encore pas mal de surprises et de révélations. En tout cas, je recommande cette saga à 100%, mais si vous êtes sur cette vidéo, j'espère que vous avez déjà lu le tome 1 et que vous allez lire ce tome 2. Bref, pour conclure, c'est une super saga et ce tome 2 est vraiment génial, c'est un coup de cœur. Bravo. Et vous alors, est-ce que vous avez lu le tome 2 du Voyage d'Amy, le paradis éther de Dimitri Olivier? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Le meilleur des 7. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!